j'étais petite fille, mon rêve c'était d'être saxophoniste de jazz professionnel. Alors je peux pas vraiment l'expliquer, mais je me voyais... je sais pas pourquoi, je rêvais de moi dans des clubs, c'était en noir et blanc. Les rêves étaient en noir et blanc et je jouais du saxophone. Et je disais toujours à ma mère, mais t'imagines une femme qui joue du saxophone ? Et je sais pas d'où ça venait, mais en tout cas c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé du coup la musique très tôt, mais j'ai arrêté de jouer du saxophone à 12 ans à cause d'un prof super misogyne et carrément antisémite au conservatoire de Paris 7e. Voilà. J'habitais dans le 7e, un quartier hyper bourgeois. On avait un 35 mètres carrés, on habitait à 4 avec mon père, mon frère et ma mère. Mes parents avaient un tout petit resto avec, je crois, 8 tables, mais qui dans ma tête me semblait immense. En fait, il était tout petit. Mon père est marocain, émigré en Israël. Il est venu, quand il s'est marié avec ma mère à l'âge de 25 ans à Paris. Il est jamais reparti là-bas. Et en fait, lui, son rêve, c'était d'habiter à côté de la Tour Eiffel. Parce que pour lui, c'était ça Paris, c'était ça la France. Du coup, c'est pour ça qu'on habitait dans ce mini-appartement, dans ce quartier hyper bourgeois. En fait, j'étais surtout amie avec les fils de gardiens des immeubles du 7e. Il y a un truc un peu inconscient, même quand on est enfant, qui fait qu'on se dirige vers des personnes qui nous ressemblent. Et là, en l'occurrence, vers les prolos, quoi. J'avais aucun lien avec les Domiti et les Clémences de l'époque, bien que mon meilleur ami s'appelle Mathieu, mais lui, ses parents étaient stewards. C'était pas un fils de diplomate ou d'ambassadeur ou de député. Vraiment, les seules personnes avec qui j'étais en lien, c'était des personnes qui étaient pas issues de familles aisées et qui se retrouvaient un peu dans ce quartier par hasard. Et bien sûr, il y avait plein de gamins du 7e qui habitaient dans des appartes par exemple, leur chambre, c'était la taille de notre appartement. Donc c'était assez déstabilisant parce que, en fait, moi, je pensais pas que ça existait. J'étais toujours hyper choquée. D'ailleurs, il y a un moment qui m'a super marquée. Je me rappelle plus du nom de cette camarade de classe. Je me souviens qu'on était allé chez elle et qu'elle faisait faire ses tenues sur mesure. Donc elle avait une petite estrade et il y avait cette personne qui prenait ses mesures et je me disais waouh. En fait, elle a des vêtements qu'on trouve pas en magasin, ça. Ouais, non, j'ai grandi avec ces personnes qui habitaient dans des appartements immenses, mais qui adoraient venir chez moi. Parce qu'ils se sentaient bien, parce que ma mère, elle faisait des bons gâteaux, parce qu'il y avait toujours de la musique, de l'ambiance. Enfin, c'était vraiment... les gens, ils se sentaient super bien, quoi. Moi, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir des maisons de campagne. Et d'ailleurs, ils avaient tous des maisons de campagne. Et moi, je me disais, mais nous, on n'a même pas de maison. Et ils ont une deuxième maison et une maison de campagne. Et je me rappelle que j'avais une super copine qui avait une maison de campagne avec 18 chambres. On était vraiment super copines. Et je me disais, mais elle avait un frère. Et je me disais, mais ils sont si peu nombreux. Pourquoi avoir autant de chambres? Mais apparemment, c'était normal. Donc il y avait quand même certains avantages d'avoir des potes bourges. Plus tard, plus au collège, où finalement, tu te retrouves à faire tes premières fêtes et tout ça dans des endroits un peu improbables. Donc des toits d'appart avec, tu vois, le 14 juillet, avec 2 mètres de la Tour Eiffel, avec le feu d'artifice, à boire du cidre et faire genre t'es bourré. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place, surtout au collège. En primaire, moins, parce que j'avais mes super potes, et puis vraiment on était un groupe hyper soudé, et vraiment c'était ma famille, quoi. Puis après, au collège, Oh mon bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Petite pause vomito. Non, elle a mangé un sale truc. On lui a acheté un os, c'est pour se faire ses dents. Hein. Mais du coup, elle a pas digéré. Bon, j'enlève après. Bon, ça arrive. Ah ouais, non, mais au collège, c'était... Là, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, je vivais pas dans le même univers que les autres. Parce que, en fait...
Tout le monde avait que des marques et tout. C'est le moment où tu développes ta personnalité, où tu montres un peu, tu vois, qui tu es, machin, à travers des trucs superficiels. Mais après, moi, j'étais assez populaire, en vrai. Je sais pas pourquoi j'avais été élue déléguée, direct, en 6e, 5e, 4e. Alors que je connaissais pas les gens, en fait, mais bon, puis que surtout, j'étais pas la première de la classe et que je me présentais pas pour être déléguée ou des trucs comme ça, et j'étais systématiquement déléguée. Peut-être que il y avait un truc où les gens déjà qui me connaissaient savaient que je me levais toujours pour l'injustice, que ça me dérangeait pas, au contraire, de défendre les intérêts de chacun. Mais pour moi, enfin, c'était pas un truc c'était pas un truc populaire, quoi. Déjà, j'aimais pas l'idée que ça provoque une espèce de hiérarchie, en fait, ça je supportais pas. Et en même temps, je trouvais ça important de représenter sa classe et tout ça. Franchement, c'était compliqué. Moi, d'avoir grandi dans un milieu bourge ou pas, je pense que l'adolescence, c'est pourri. Et que, en fait, on subit tous et toutes plus ou moins des humiliations. Il s'avère que les miennes, c'était plus, tu sais, les mecs qui te tirent le soutif. C'est quand t'arrives à la rentrée de 5e ou de 4e et que là, t'as plus de seins et que du coup, genre, hey, regarde, elle a mis un soutif, machin, les seins. On te pose des questions hyper intrusives et tout ça qui te mettent mal à l'aise et qu'en plus... tu vois, t'as pas les codes pour répondre, quoi. Et en même temps, je me dis, putain, heureusement que j'ai pas grandi aujourd'hui, tu vois, dans cette génération, bien que je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui sont merveilleux et tout, mais en fait, juste d'être protégé, le harcèlement existait bien entendu à l'époque, mais en tout cas, il s'arrêtait à l'école. Et je pense que c'est une grande chance qu'on avait à cette époque-là, c'est-à-dire que tu pouvais te faire emmerder par des connards ou des connasses, mais tu savais que déjà pendant les vacances, t'en entendrais pas parler. Et que voilà, que à 18h, tu finis tes cours, tu rentres chez toi, et puis c'est fini, quoi. Je veux dire, et ça, c'était une chance. Donc, j'ai pas été bullied à l'école, mais peut-être plus par les profs qui me comprenaient pas, quoi. En fait, moi, je me suis toujours bien entendue avec les adultes, mais pas vraiment... j'ai jamais vraiment été comprise dans ma manière d'apprendre les choses, quoi. Bah, y a des trucs qui étaient très faciles pour moi, et en fait... je peux faire 50 000 trucs en même temps. S'il y a quelque chose qui me passionne dans l'oreille, bah, je vais le retenir, quoi. Et j'ai pas besoin de le relire pour le retenir. Mais du coup, en fait, moi, ça m'a valu d'être d'avoir dû redoubler en 3e. Et puis en plus, tu sais, quand tu redoubles en 3e, c'est un peu humiliant. Parce que c'est le moment où tu dois te casser du collège. En fait, tu te retrouves à faire une année de plus. Et donc, c'est soit tout ça en dessous de ta gueule, soit en fait on se dit ouais elle est trop stylée. Moi ça va, j'étais stylée parce que genre je faisais du skate, j'écoutais Nirvana et les Red Hot, enfin tu vois, j'étais la grunge un peu stylée. Mais ouais non, ça a toujours été un gros problème, surtout en maths et tout ça, où à chaque fois je me faisais un peu humiliée par les profs jusqu'au lycée où en fait j'ai rencontré un prof de maths qui était hyper cool et qui expliquait de manière hyper simple des trucs que j'avais pas capté tout le collège, et finalement c'est devenu plus facile. Mais autant je trouvais que apprendre des langues, apprendre l'histoire, la géo, les sciences naturelles et tout ça servait à quelque chose, mais faire des maths, je comprenais pas. En fait, je comprenais pas l'intérêt. À partir du moment où tu savais compter, bon bah c'est déjà ça. En revanche, moi, ce que j'aimais, tu vois, c'était avoir des discussions avec les profs, surtout au lycée, parce que j'étais dans un lycée qui était génial. J'étais dans un lycée qui était privé sous contrat, parce que j'ai été refusée de tous les lycées publics de France. Pas de Paris, je veux dire. J'habitais plus dans le 7e. Je suis partie, on est parti mi-collège. Ma mère a réussi à avoir un HLM après 10 ans d'attente dans le 14e, donc j'étais pas d'Orléans. Donc on cherchait, quoi, et puis en fait on trouvait pas, et ma mère s'est sacrifiée et m'a inscrit dans un lycée privé sous contrat, le lycée Edgar Poe, rue Poissonnière. Ben moi j'adorais ce lycée. J'ai été pris grâce à mon bagou. Je suis allée me présenter au directeur et en fait je me suis vendue, mais spontanément.
Et là, je me suis fait plein de copains et tout. Puis en fait, j'étais dans un univers qui me ressemblait plus. Mais parce que la plupart des élèves, c'était des élèves qui n'avaient pas été compris du système scolaire classique. Puis il y avait vraiment un truc, c'est-à-dire que la culture était hyper présente dans ce lycée. Je pense que ça doit être toujours le cas aujourd'hui. On faisait beaucoup de sorties théâtre, ciné. Il y avait même en sport, c'est génial. Pendant un trimestre, on a fait du billard. On faisait billard et capoeira. Du coup, ça nous permettait de rentrer dans d'autres univers, de découvrir d'autres gens aussi. Parce que du coup, c'était des intervenants extérieurs. Donc il y avait plein de trucs comme ça. Puis on faisait nos fêtes de fin d'année au Rex en face. Donc c'est mon premier contact avec une boîte de nuit, c'était le Rex. Puis en plus, si j'avais su qu'un jour j'y remettrais les pieds et puis que j'y jouerais, je l'aurais jamais deviné quoi. Parce que mon objectif après le lycée, c'était pas de devenir un DJ. Moi là-bas, je voulais être photographe. On est carrément des rêveurs dans la famille. Pas tous. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de mon père, ça, mais c'est vraiment ce truc de je vis à côté de la Tour Eiffel, et puis même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il habite dans un tout petit appartement, dans une rue qui donne sur la Tour Eiffel. C'est-à-dire, il sort de chez lui, et il y a la Tour Eiffel géante qui est devant chez lui, quoi. Mais il vit dans un minuscule appartement avec une chambre. Mais bon, il reste dans son truc. Et voilà. Et puis en fait, c'est quelqu'un qui a toujours en plus travaillé, qui travaille encore malgré son âge. Après, il n'a pas forcément réussi sa vie comme il l'entendait, comme il l'espérait. Mais en tout cas, il y a des trucs qu'il a accomplis qui sont cool, comme faire 4 enfants incroyables. C'est déjà cool. Alors moi, j'ai toujours eu du mal à m'identifier à des personnes célèbres. Prendre exemple sur des personnes qui m'entourent, en l'occurrence ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, ça oui. Mais j'ai jamais rêvé de ressembler ni à l'une ni à l'autre ou à quelqu'un que j'aurais pu voir. Peut-être prendre un petit peu de chaque personnalité. C'est vrai que Madonna, tu vois, c'est un super rôle modèle parce que, pour moi, Madonna, elle représente la liberté d'être, la liberté sexuelle, la liberté de faire, d'agir. Ouais, il y a quelque chose chez elle qui me fascine, mais voilà, moi j'ai jamais eu besoin trop d'avoir de rôle modèle, de trucs comme ça. Mais c'est vrai que savoir qu'il y a des personnes comme Madonna, par exemple, à l'époque, qui faisaient des choses et qu'on voyait libre, et on se disait, tiens, elle peut le faire, moi peut-être que je pourrais le faire aussi. Vraiment, la musique a toujours fait partie de ma vie du plus loin que je m'en rappelle. Tu vois, on allait voir des films au ciné qui étaient autour de la musique, donc ça pouvait être West Side Story, ou il y avait un film que j'adorais sur Jerry Lee Lewis. Puis en fait, on écoutait vachement à la maison, soit de la soul music, ou par exemple, ça pouvait être Aretha, ou bien ça pouvait être Prince, ou Eurythmics. Genre ma mère, elle adorait Eurythmics. Comme on faisait beaucoup de voyages en voiture, donc il y avait beaucoup de musique en voiture, on était sur Cat Stevens à fond, Dire Straits, Deep Purple. Et donc ce mélange a fait que, en tout cas moi, ça a formé mon oreille musicale. Et du coup, j'ai toujours été attirée par la musique, tout style de musique. Si bien que quand il y avait des booms, je mettais la musique. J'étais la préposée à la musique depuis l'âge de 8 ans. En fait, je savais même pas que c'était quelque chose qui... Déjà, je savais pas qu'il y avait un métier. Qu'il y avait des gens qui étaient payés dans des endroits, puisque quand t'as 8 ans, tu sais pas qu'il y a des endroits où danser, et qu'il y avait des gens qui étaient payés pour choisir les disques sur lesquels les gens allaient danser. Et je l'ai découvert bien plus tard, donc à mes premières sorties, quoi, où j'ai vu la première fois une fille derrière les platines. Et ça, c'était... au Pulp, je devais avoir 18 ans, 17-18 ans. Donc le Pulp, c'était un fameux club mythique de Paris, un club lesbien, mais aussi ouvert aux garçons gentils. Et donc il y avait des super soirées le jeudi soir, mercredi, jeudi, c'est là où j'y allais souvent. Et là, j'ai découvert 2 DJ que j'adore, qui sont Jennifer Cardini et Chloé. Un sentiment acide.
Donc le jeudi, c'était soit l'une, soit l'autre. Et j'étais fascinée et je me disais, waouh, c'est quand même... ça a été mes 2 premiers modèles féminins. Et je me disais, ça doit être trop cool de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. Peut-être qu'un jour, je ferai ça. En les voyant, en fait, je me suis dit, putain, c'est vraiment stylé. En fait, j'étais déjà fascinée de voir 2 femmes derrière les platines, qui plus est lesbiennes. C'était en même temps le moment de la découverte de ma sexualité, complètement liée avec mes premières sorties en club aussi, parce qu'en fait, pour rencontrer des meufs, aller sortir, enfin, il n'y avait pas Tinder comme aujourd'hui. On dirait que j'ai 100 ans, c'est il n'y a pas si loin, c'est il y a 20 ans. Une douleur vorace, j'ai oublié la veille, mais tout sera pareil. Ça n'a pas été toujours évident pour moi. Disons que je le savais, je l'avais dans un coin de ma tête, mais comme je voulais rentrer dans la norme, parce que issue d'une famille juive, donc vraiment avec cette obligation du mariage, des enfants, donc puis de la famille vraiment hétéronormée, dans la tradition juive, donc en plus, c'est-à-dire que pas seulement il fallait que je sois avec un mec, mais avec un mec juif. Pour avoir une bonne famille juive et tout ça, parce que bon, moi je suis quand même petite fille de rescapés d'Auschwitz, arrière-petite fille de déportés, enfin il y a tout cet héritage de mon histoire qui était très important et qui l'est toujours bien évidemment dans ma construction et dans mon évolution. Il y avait ce truc de la transmission, de continuer à créer la famille juive et tout ça comme on l'entendait, tout ça, et puis refaire des nouvelles générations. Bon, c'est mal tombé sur moi. Donc au début, c'était un peu difficile d'assumer par rapport à ça. Donc j'ai essayé de rentrer dans les codes, rentrer dans le truc, à essayer d'avoir des relations avec les garçons. Et puis en fait, ça marchait pas parce que je ressentais rien du tout. J'avais aucun émoi, aucune attirance. En revanche, si une fille m'effleurait un petit peu trop le bras... là, je ressentais qu'il y avait quelque chose, mais je pensais au départ que c'était des amitiés très fortes. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et puis, j'ai fait mes premières rencontres amoureuses vers l'âge de 16, vers 16 ans. J'ai pas assumé tout de suite, je l'ai pas dit à ma famille, je l'ai caché, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que tout le monde savait. Tu vois? ¿Hablas español? Sí. Muy bien. Muy lesbienne. Muy lesbienne. Muy lesbienne. Muy lesbienne. Muy lesbienne. Tout le monde se doutait plus ou moins, puis j'étais pas du tout dans les codes de la féminité, donc il y avait un truc, tu vois, c'était un peu dans leur cliché, quoi, elle doit être lesbienne, elle met pas de jupe, se maquille pas. Et tout. Moi, j'avais pas du tout les codes des lesbiennes, je savais pas comment. La seule référence que j'avais, c'était quoi, les Gazon Maudits ou Bande. C'était un film hyper connu à l'époque, avec une relation lesbienne dedans et tout, et toutes les lesbiennes de ma génération le connaissent, et j'avais aucun exemple, quoi, genre vraiment, seule représentation dont je me souviens, c'était Gazon Maudit. Muy lesbienne. Et là, j'ai commencé à sortir, et donc ça a commencé par les bars du Marais, parce qu'à l'époque, il y avait des bars pour les filles, notamment les Scandaleuses, qui étaient trop sympas, qui étaient rue des Écouffes. C'était vraiment un chouette bar, et où là j'ai rencontré plein de meufs super sympas, pas du tout dans un contexte sexuel, mais vraiment dans un contexte de rencontre, et j'ai vu que en fait que tous les profils existaient, que c'était pas que j'avais pas besoin de me raser la tête pour qu'on sache que je suis lesbienne, ou que je rentre dans un code, dans un moule, parce que de toute façon depuis que je suis petite, j'ai jamais été dans un moule. Donc j'allais pas rentrer dans un autre moule parce que je deviens lesbienne. Et donc là, j'ai découvert la musique électronique dans ce bar et dans d'autres. Et surtout l'existence du pulp et de ces DJ incroyables qui sont Jennifer Cardini et Chloé. Et que j'adore encore aujourd'hui. En fait, je me suis dit très tard que j'aimerais faire ce boulot. C'est-à-dire que là, en fait, je me suis dit, c'est génial, des meufs qui mixent.
il y a un truc en plus, il y a un truc qui est différent, je sais pas, mais il y avait un truc. Jennifer, elle avait cette capacité elle pouvait passer un nirvana au milieu de trucs hyper techno, qui envoient des trucs house en plein milieu de trucs qui tabassent. Et je me disais, pour moi, c'était un génie parce que moi, j'avais cette fascination pour la musique, mais pour la musique en général. Et donc, je me disais, putain, c'est génial d'arriver à mélanger les genres. En tout cas, c'est possible. Et donc ça m'a plu. Après, je suis partie à 23 ans m'installer à Montpellier avec mon amoureuse de l'époque qui habitait là-bas. Et le seul travail que j'ai trouvé, c'était de faire mon travail. C'est-à-dire que j'ai créé mon restaurant, j'ai monté mon restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait des platines qui avaient laissé un copain le jour de l'ouverture. Il a mixé, il a laissé ses platines vinyles. Et du coup, j'ai fait « Ah ouais, trop sympa !» Bon, et j'ai commencé à apprendre comme ça. Je me suis acheté des platines CD aussi pour le resto, qui était la bonne excuse. Hein. Et du coup, je passais mes après-midi à mixer. Et surtout, je passais la musique tous les soirs. Je faisais danser les gens. Et donc là, je me suis dit, ouais, c'est quand même trop sympa d'être DJ. J'étais vraiment techniquement pas très au point et tout ça. En plus, je passais des vinyles. Puis après, j'apprenais quoi, tous les jours un peu plus. Il y avait une boutique en face de mon resto qui vendait des vinyles, mais qui faisait que du hip-hop. Et il m'a appris à scratcher, tout ça. Et donc, c'était trop cool. Donc, j'ai passé 3 ans dans ce restaurant qui était 3 années incroyables. Et à la fin de ces 3 années, parce que j'ai eu beaucoup de pression de la part du voisinage... Et tout ça pour fermer cet établissement qui s'appelait l'Arrosoir. Et ben, j'ai dû le fermer pour plein de raisons. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je sais faire, en fait ? Et il y a un garçon qui est venu me voir. Je pense que ça faisait 1 mois ou 2 que j'avais fermé. Et donc, je faisais beaucoup la fête, parce que je voulais oublier cette période. Pour moi, c'était un échec d'avoir fermé ce resto, parce que ça marchait hyper bien. Et en fait, il m'a dit, ouais... j'ouvre un bar, est-ce que ça te dit de venir passer la musique et tout ? Puis je lui disais, mais moi je suis pas DJ en fait, donc non, je crois pas, non. Et en fait il me dit, mais si, t'inquiète, je te paye et tout. Et j'avais tellement besoin de thunes que je me suis dit, bon ok, vas-y, j'y vais. Et en fait ça a marché. Donc il y a un autre bar qui m'a demandé de faire une soirée, et lui il m'a demandé de revenir. Enfin voilà, et petit à petit, j'ai commencé à mixer un peu partout à Montpellier. Si bien que j'ai eu une résidence dans un bar pendant 1 an, où je mixais tous les soirs, du mercredi au dimanche, dans un bar à Montpellier. Vraiment, ça commençait à devenir vraiment mon métier. Et je me suis dit, putain, c'est génial, je vis de ce que j'aime, la musique. À ce moment-là, en fait, donc j'ai ce travail, puis j'ai une autre copine, et machin, tout ça. Mais il se passe plein de trucs, et j'avais pas une vie hyper stable. J'étais vraiment... j'ai eu des passades où j'avais plus de logement, donc j'étais chez les uns les autres, j'avais pas de thunes. Enfin, c'était vraiment... une période qui était super difficile. Et en fait, je décide de remonter à Paris en 2013. Et là, je travaille avec mon père qui vend des fringues, qui fait des saisons comme ça dans des showrooms et tout ça. Donc, je l'accompagne pendant 3 mois. Puis après, je reviens dans le sud. Et vraiment, dans ma tête, c'était impossible que je mixe à Paris, en fait. Pour moi, c'était quelque chose de l'ordre du fantasme. Je pensais que c'était pas possible. Je me disais, c'est Paris... Je connais plus personne à Paris, bien que j'ai grandi là-bas, je connais plus personne. J'ai 30 ans passés. Je me dis pas que je peux commencer une nouvelle carrière à ce moment-là. Parce qu'en général, on se lance dans des trucs, on a 20 ans, 25, on est à fond, on se dit on a tout, on a le monde devant nous et tout. Et en fait, j'apprends de moi-même que non, en fait, tout est possible. Donc jusqu'à aujourd'hui, chaque chose que je fais, je me dis que tout est possible. Donc j'ai plein de rêves. Mais à ce moment-là, je me sens pas assez en confiance pour me dire que je peux mixer, que je peux me faire une place à Paris. Je savais que j'étais bonne, mais je ne savais pas que je pourrais me faire ma place à Paris. Parce que Paris, ça marche vachement au contact, aux relations, parce que les soirées à Paris, à l'époque, étaient gérées par, 2-3 collectifs. Et en fait, si tu rentrais pas dedans... du coup, t'étais pas booké, donc c'était compliqué. Et puis moi, je suis pas quelqu'un de forcément hyper sociable. Enfin, je suis un peu sauvage quand même. Et parce que j'aime bien être à la maison, j'aime bien être avec moi-même. Enfin bon. Mais je me suis quand même mise à sortir et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Arnaud et qui m'a fait venir dans le bar où il travaillait, les Souffleurs. Et il m'a dit, non mais attends, mais je travaille dans un autre bar aussi, ils viennent d'ouvrir.
Et je me dis qu'en parlant de cet Arnaud, le premier mec qui m'a fait jouer, donc dans un bar qui s'appelait Arnaud aussi, je viens de me rappeler de son prénom. Et il m'a fait jouer donc dans ce bar qui s'appelait le Raymond Bar. Et donc au Raymond, j'ai fait ma première soirée et ça a marché. Ça a très bien marché. Donc on en a refait une et une autre. Et là, en fait, du coup, je me faisais des copains, des gens trop cool que je fréquentais à l'époque et qui ramenaient leurs copains et tout ça. Et donc ça a pris finalement assez vite. Et surtout, j'ai commencé à faire une espèce de campagne marketing sur ma tête. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'appelle Sophie Morello, DJ, organisatrice de soirée et qui s'appelle La Kidnapping, qui m'écrit un message sur Facebook en me disant salut Barbara, j'aimerais bien qu'on se rencontre, j'aimerais bien te faire jouer, j'organise une soirée au Rosa Bonheur, est-ce que ça te dit de venir mixer 30 minutes? Et donc je me dis waouh, Rosa Bonheur, je ne connais pas, je pense que j'étais la seule personne sur Terre à pas connaître, voilà, jusqu'à ce que je sois invitée et que je trouve cet endroit incroyable. Et je me retrouve à mixer, c'était trop cool. La DA me dit bah écoute, j'aimerais beaucoup te rebooker. Et donc là, j'ai commencé à mixer le dimanche de temps en temps là-bas. Il y a un truc qui m'est tombé dessus par hasard, mais après je m'en suis vachement servi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée sur une photo d'un profil Grindr. Grindr, c'est une appli de rencontre pour les gays, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, je me suis retrouvée en arrière-plan de la photo d'un mec sur Grindr. Et donc, et quelqu'un me l'a envoyé et c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que, en fait, tous les mecs que je croisais voulaient une photo avec moi en arrière-plan. Et donc, je me suis retrouvée sur Grindr à avoir une centaine de photos de profils de moi avec toujours, enfin, les profils des garçons avec moi derrière. Alors, ça pouvait être avec une tasse, ça pouvait être avec une bouteille de champagne, avec un burger en train de manger. Et j'ai eu un article dans Brain Magazine. Et donc, ça a participé en tout cas, à la construction de ma notoriété. Les obstacles que j'ai rencontrés, j'en rencontre toujours. Déjà, le fait de ne pas appartenir à un collectif, c'est un obstacle. Les choses marchent souvent au copinage et aux relations. Donc, c'est faire sa place seul dans un monde de la nuit qui est assez fermé. Moi, j'ai jamais eu de manager et toujours pas, même aujourd'hui. En fait, j'ai toujours tout faire toute seule. Donc, c'est le plus grand obstacle, en fait, pour moi. C'est vraiment ça, c'est juste parfois de pas comprendre pourquoi je fais pas partie d'une agence. C'est très bizarre, mais à chaque fois qu'on me refuse l'entrée quelque part, c'est-à-dire quand je dis l'entrée, c'est pas l'entrée dans un club ou un truc comme ça, mais c'est par exemple dans une agence de booking ou des trucs comme ça, je suis dégoûtée. Enfin, je trouve que c'est injuste et donc je me remets en question. Et en même temps, à chaque fois, il se passe un truc qui fait que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, sans avoir besoin d'être passée par ces personnes-là. Donc en fait, tous les obstacles, bah, à chaque fois que j'en vois un sur ma route, maintenant, avec le recul, je me dis, ah bah cool, ça veut dire que je vais me faire un truc incroyable bientôt. Donc j'essaye vraiment de tout transformer. Mais c'est vrai que, parce qu'en fait, on m'a quand même beaucoup mis dans la gueule que je suis une femme, que j'ai plus de 30 ans, que je suis trop grosse, que je suis pas assez, que machin. Je suis pas du tout dans ce qu'on attend, dans la norme, que je suis un peu en retard sur ma réussite, en fait. Mais moi, je préfère prendre mon temps et faire les choses bien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, plutôt que foncer, faire n'importe quoi, devoir m'acoquiner avec des gens qui sont pas fréquentables, juste pour atteindre un objectif de, je sais pas, de notoriété ou de consécration musicale, je sais pas comment on peut appeler ça, mais donc je préfère faire les choses à mon rythme, bien, mais avec des gens qui m'aiment et me comprennent. C'est comme dans ma manière de militer, enfin je refuse d'être dans la colère. Bien sûr que je suis en colère sur plein de trucs, mais en tout cas je refuse de communiquer dans la colère, parce que je crois profondément au pouvoir de l'amour et de la bienveillance, bien qu'il soit aujourd'hui énormément remis en question par les milieux militants, ces deux mots, amour et bienveillance. Je continue à être persuadée que la pensée positive, c'est ce qui nous amène à faire des trucs incroyables, et je pense que c'est ça qui m'a amené et qui m'amène encore à vivre des choses spectaculaires.
c'est-à-dire comme mixer sur les Champs-Élysées devant 1 million de personnes pour le Nouvel An. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable que j'aurais jamais imaginé, même dans mes plus grands rêves, parce que pour moi, ça n'existait même pas, déjà. Et je crois profondément qu'on peut faire les choses en prenant soin les uns les autres, quoi. Et qu'en fait, c'est pas qu'on peut le faire, c'est qu'on doit le faire. Et je dérogerai pas à mes positions qui sont la communication dans l'amour et le partage, quoi. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi finalement à me faire une place dans un milieu de requins, c'est-à-dire à rester sur mes positions, à ne pas changer, à ne pas vendre mon âme au diable, à pas commencer à être quelqu'un que je suis pas, donc c'est-à-dire me la raconter sur des vidéos ou m'inventer une vie pour les réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis pas là pour vendre du rêve sur les réseaux, je suis là pour vendre du rêve sur le dance floor. Les réseaux, pour moi, ça sert à partager des trucs qu'on vit, des trucs un peu drôles. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar. Quand j'étais à Montréal, moi, ce qui m'a le plus plu, c'était d'être invisible. Alors je dis pas invisible parce que les gens me reconnaissent pas dans la rue ou ça n'a rien à voir du tout. C'est parce que pour les gens qui me connaissent pas, faut savoir que je suis une meuf très grosse et que là-bas, il y en a plein aussi et qu'en fait, c'est pas un sujet pour les gens dans la rue. Alors qu'en France, ça l'est. C'est-à-dire que je mets le pied dehors et direct, c'est soit les regards, soit les remarques. Mais en tout cas, quand on est une personne grosse, c'est très difficile d'être visible dans la société en général. Mais vraiment, dans la société française, je me suis rendu compte que c'est encore pire. Et donc, à Montréal, il y avait ce truc de légèreté où je me suis dit, waouh, déjà, il y a plein de grosses. En fait, elles sont hyper là, genre... y a une communauté, elles sortent, tout le monde est hyper stylé, c'est génial, alors qu'en France, en fait, on a tendance à se cacher, à rester chez soi, parce que forcément, le monde extérieur est hyper violent. Encore hier, je me suis fait emmerder par 2 gamines qui se moquaient de moi, et j'étais là, ça m'a pas touchée, mais en fait je me suis dit, mais si elles sont capables de faire ça à une adulte, de cette manière, mais qu'est-ce qu'elles sont capables de faire à une enfant? Et c'est ça qui m'a fait hyper mal au cœur. Bien entendu, je suis allée leur voir, ainsi que leur mère, qui était bien d'accord avec ce que disait leur fille, donc là je me suis dit, bon, ok, on est à un point de non-retour. Et j'ai regardé les gamines un peu comme une sorcière qui leur jetait un sort. Et donc voilà, et à Montréal, il y a ce truc de... Déjà, j'étais entourée de personnes. J'ai rencontré une super militante et écrivain qui s'appelle Gabrielle Lisa Collard, qui est géniale et qui écrit sur la grossophobie comme personne. Et ça m'a fait un bien fou d'être avec elle, d'aller à la campagne. Enfin, je pense que c'est ma meilleure journée de 2023, c'était avec elle, où on a passé 3 heures en voiture pour aller 2 heures à la campagne. Enfin, c'était génial. Et à discuter, à refaire le monde et tout ça. Et il y a une autre personne qui m'a bouleversée pendant ce voyage, c'est Rosie Bourgeoisie, qui est une performeuse non-binaire, grosse, burlesque. En fait, c'est vraiment... pour moi, c'est la beauté incarnée, quoi. Et en fait, elle m'a bouleversée parce que elle a éclaté plein de barrières que j'avais de mentales sur moi-même. Le fait de l'avoir bougée comme ça, d'être si gracieuse, si fière, si forte, si incroyable, que ça m'a donné énormément de force quand je suis rentrée. Et ça a été aussi, j'ai eu quand même le blues de ce voyage à Montréal, parce qu'en fait ici la violence elle est là direct, quoi, déjà dans l'avion. Enfin, après moi je me serais barrée depuis longtemps si j'avais pas été en couple, et que aujourd'hui Camille a des rêves, des ambitions ici, et donc je l'accompagne. Ma communauté elle est de partout, et même peut-être beaucoup plus en province qu'à Paris, et donc mes abonnés particulièrement savent qu'ils peuvent m'écrire à n'importe quel moment, que je réponds à tout le monde, que vraiment que je suis là, quoi. C'est pas des paroles en l'air, et donc peu importe que je sois à 3000 kilomètres ou à 20 kilomètres de chez eux, je reste la même personne. Non, si moi, pour ma santé mentale, il faut que je parte,
j'hésiterais pas à le faire. Parce que la priorité, malgré tout, c'est quand même mon bien-être. Je pense que j'ai fait preuve d'audace un peu tout le temps. Déjà, je pense que le fait d'assumer mon corps publiquement, c'est déjà quelque chose de très fort, d'incroyable, qui se retrouve en couverture de 2 magazines, 3 maintenant aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé, donc c'est quelque part un rêve qui se réalise, mais c'est aussi de l'audace dans le sens, faut accepter d'être à moitié nu sur la couverture d'un magazine qui est quand même diffusé à 500 000 exemplaires, donc je parle de Télérama, donc ça c'est quelque chose. Puis après, d'être nu sur des campagnes pour Jean-Paul Gaultier, je pense qu'il faut avoir de l'audace quoi, pour faire ça. Et je l'ai eu, et en même temps, en fait, tout ça, je le fais pour que les personnes qui ont, comme moi, manqué de représentation plus jeunes, puissent en avoir aujourd'hui. Et donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une manière de montrer que je suis là, j'existe et tout ça. L'idée, c'était d'être une représentation positive pour les personnes qui me ressemblent. C'est de dire on peut être une meuf grosse, on peut être lesbienne, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, avec du travail, de la volonté, et puis d'être aligné vraiment avec ce qu'on a envie d'être, ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense qu'on peut arriver à réaliser ses rêves et même à ce que même des trucs les plus fous se présentent, comme justement faire des campagnes pour Jean-Paul Gaultier ou mixer sur les Champs-Élysées. Pour moi, c'est des trucs qui sont complètement fous et improbables et auxquels j'ai accès malgré le fait que on m'ait mis des bâtons dans les roues, qu'on m'ait fermé des portes, qu'on m'ait dit « Ah ouais, mais non, mais toi, on sait pas trop où te ranger, dans quel cas ?» Ça a toujours été mon problème dans ma vie, c'est que à chaque fois, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille et tout, ou dans même mon milieu professionnel aujourd'hui qui normalement est un milieu plus ou moins libre et tout ça, malgré tout, on a toujours essayé de m'enfermer dans des cases. Donc là, ça va être des cases musicales. Ouais, mais on sait pas. Tu joues quoi c'est électro, c'est de la house, c'est du disco, c'est des trucs des années 90, on n'arrive pas à comprendre. En fait, il n'y a rien à comprendre. Moi, ce que je fais, c'est juste regarder le dance floor et peu importe devant quelle audience je suis, je m'adapte. Tout en restant fidèle à ce que j'aime. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth it hurts. C'est quoi mon rêve pour la suite ? Alors sur un terrain vraiment, disons, musical, moi j'aimerais aller encore plus découvrir des dance floors à l'international, faire des tournées US, Mexique, vraiment c'est tourner, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Tourner aussi dans des films, parce que j'ai eu quelques expériences, mais surtout la dernière pour le film Leurs enfants après eux, de Zoran et Ludovic Boukerma, qui sortira en septembre. C'était vraiment une expérience incroyable. C'était tellement bien d'être sur le tournage, de vivre tout ça, de participer à cette aventure, que ça me donne envie de revivre ce genre d'aventure et puis de pas avoir de barrière. En fait, effectivement, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur, donc je me suis empêchée de faire des choses. On m'avait proposé d'écrire un livre, mais j'ai dit non parce que je saurais pas comment faire et tout ça. Mais en revanche, je suis toujours prête à vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Donc par exemple, le cinéma, c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé faire. Mais on m'a proposé, du coup j'ai dit oui. Et donc je pense que l'audace, c'est aussi de savoir dire oui. Donc je dis oui au projet de l'avenir. Et savoir refaire sa vie à chaque matin. Vous aimez notre podcast ? Nous aussi. Alors remercions notre sponsor Formation Rédaction Web, un organisme de formation qui accompagne toutes celles et ceux qui souhaitent vivre de l'écriture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur formation-rédaction-web.com. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ?